c'est Mart. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Quoique pour l'épisode d'aujourd'hui, je devrais peut-être changer mon nom pour Marty McFly Vachon. Parce qu'aujourd'hui, on voyage dans le temps, direction les années 90. Oh que oui, les années 90. Vous vous rappelez, une époque où la chaîne Musique Plus faisait encore jouer de la musique, où les Nordiques étaient encore à Québec, et une époque où rembobiner une cassette VHS avant de la retourner au club vidéo faisait la différence entre une bonne et une mauvaise personne. Bref, un épisode nostalgique où on va tester vos connaissances sur tout ce qui s'est passé entre les années 1990 et 1999. Donc, attachez bien vos ceintures et gardez vos yeux sur la route. Quoique... La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Jeu de char spécial années 90, ça commence maintenant. Question de bien se mettre dans l'ambiance de l'époque et aider à se situer un peu dans le temps, on va commencer avec un jeu qu'on a joué dans le spécial année 2000, Dedans ou dehors. Mine de rien, ça fait plus de 30 ans les années 90, là. C'est fou, là. C'est l'époque des disquettes d'ordinateurs, puis des fax. On est loin des iPhones puis des caméras de recul sur les voitures, là. À l'époque, on reculait au son. Ah, il n'y a plus de place. Donc, le concept de dedans ou dehors, c'est simple. Je vous nomme quelque chose et en équipe, vous devrez me dire si c'est un élément qui est dedans, les années 1990 à 1999, ou dehors, que ce soit avant ou après. Et pourquoi on le fait en équipe? Eh bien, surtout pour aider les plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu cette époque-là, mais aussi pour aider certaines personnes qui auraient peut-être abusé de la bière Tornade ou Boomerang dans les années 90 et qui ont des souvenirs un peu flous. Hey! C'était-tu assez dégueulasse, ces bières-là? Bref, on se passe ça avec un premier élément. Catégorie film. Mettant en vedette Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg, le film Mon fantôme d'amour, aussi connu sous le nom de Ghost, allait devenir un classique des films romantiques. Mais est-ce que c'était dedans ou dehors des années 90? La bonne réponse, c'était dedans. Et oui, mais tout juste dedans, parce que le film est sorti en salle en 1990. D'ailleurs, 1990, c'est aussi le nombre de fois que ce film-là a joué à la télé depuis sa sortie. Tant qu'à être dans l'univers des films, aussi bien y rester. Catégorie technologie. La compagnie Netflix allait révolutionner l'industrie de la location de films en offrant une alternative aux clubs vidéo conventionnels. D'après vos souvenirs, est-ce que c'était dedans ou dehors des années 90? La bonne réponse, c'était dedans. Et oui! Bon, la première version de la plateforme Netflix telle qu'on la connaît aujourd'hui remonte à 2007. Mais avant ça, Netflix offrait un service de location de films par courrier depuis 1997. Tu commandais un film, tu le recevais par la malle une couple de jours après. Disons qu'une soirée Netflix and Chill demandait un peu plus de planification à l'époque. Et fun fact, au début de l'an 2000, la chaîne de clubs vidéo Blockbuster a eu l'occasion d'acquérir la compagnie Netflix pour 50 millions de dollars. Mais le président de Blockbuster a refusé l'offre en disant que selon lui, l'Internet était juste une mode passagère. Tu sais, un visionnaire. Pour votre info, la valeur boursière de Netflix en ce moment est de 410 milliards de dollars US. Prochaine catégorie. Catégorie musique. Robert Matthew Van Winkle, mieux connu sous le nom de Vanilla Ice, a marqué l'histoire de la musique rap hip-hop avec la sortie de sa chanson Ice Ice Baby. Mais est-ce que cette chanson-là est sortie dedans ou dehors des années 90? La bonne réponse? Dedans! Et oui, la chanson est sortie le 12 août 1990, tirée de l'album To the Extreme qui est demeuré au sommet du Billboard américain pendant 16 semaines consécutives, quand même. La chanson a été marquante par son succès, mais aussi par sa controverse concernant l'utilisation d'un extrait de la chanson Under Pressure de Queen et David Bowie.
Tu sais, le début, là. Dang, 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 dang. Ouais, c'est ça, parce que non, Queen et David Bowie n'étaient pas au courant. Vanilla Ice n'avait pas demandé l'autorisation ni crédité les artistes. Ils l'ont donc comme menacé de le poursuivre, puis ils ont réglé ça à l'amiable et Queen et Bowie ont reçu des royautés et sûrement fait assez d'argent pour se payer plusieurs cornets de Vanilla Ice. On s'en fait un petit dernier. Catégorie catastrophe naturelle. La crise du verglas, considérée comme l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire du Québec, aura privé de courant plus d'1 million de foyers québécois, dont certains pendant plusieurs semaines. Est-ce que c'est survenu dedans ou dehors des années 90? La bonne réponse, c'était dedans. Du moins au niveau de la décennie, parce que pendant le verglas, dedans ou dehors, c'était à peu près le même climat si t'avais pas de génératrice. Et oui, ça s'est passé en janvier 1998. Au total, c'est plus de 90 mm de verglas qui s'est abattu sur le Québec. Et c'est seulement un mois plus tard, le 6 février, que le dernier client privé d'électricité a été rebranché. Moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc j'étais dans le fameux triangle du verglas. J'ai manqué d'école pendant 3 semaines. Pour moi, c'était pas une catastrophe naturelle, c'était le paradis. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Bon, maintenant qu'on s'est trempé le bout du pied dans les années 90, c'est le moment de plonger tête première dans vos souvenirs parce qu'on va jouer à une édition spéciale de À vos oreilles, prêt, partez! Et oui, à vos oreilles, prêt, partez, je vous rappelle le concept, je vous fais entendre différents sons et vous devez deviner c'est quoi. Mais là, pour l'épisode d'aujourd'hui, tous les sons seront issus des années 90. Donc, ça sera peut-être pas aussi facile à trouver que d'habitude. On se passe ça avec un premier bruit. C'est parti! Oh, qu'est-ce qui faisait ce bruit-là dans les années 90? Voulez-vous le réentendre? C'était quoi ça? La bonne réponse, un lecteur VHS. Eh oui, les fameux VHS. J'en ai parlé en intro, il fallait rembobiner ça. On en a-tu écouté des films là-dessus? Ça, les plus jeunes, les VHS, c'était avant les DVD. Et pour les encore plus jeunes, ça, les DVD, c'était avant les Blu-ray. Et pour les encore plus jeunes, ça, les Blu-ray, c'était avant Netflix. Parce que oui, nous, avant, si on voulait écouter un film, il fallait avoir une copie physique du film. Et pas juste ça, il fallait se déplacer pour aller louer le film. Et ça, c'est s'il était disponible. Bon, j'ai l'air de chialer de même, mais pour vrai, je m'ennuie beaucoup de cette époque-là. J'en avais plein de VHS. Je pense que j'ai encore chez nous le coffret 2 VHS du plus gros succès des années 90. J'ai nommé le film Titanic. Prochain son, attention, c'est parti. Oh, ça a été vite, hein? On le réécoute. C'était quoi ça? Si vous avez répondu MSN Messenger, vous étiez pas loin, mais c'est pas la bonne réponse, parce que la toute première application qui a popularisé ce son, c'était ICQ. Et oui, ICQ. Ça, pour les plus jeunes, c'est un peu l'ancêtre de Messenger d'aujourd'hui, mais avec une interface qui semble avoir été dessinée sur Minecraft. Le bruit qu'on a entendu, ça se faisait entendre à chaque fois que tu recevais un message. À chaque fois. Pendant toute la discussion. Moi, te le dire, tu développais une relation amour-haine avec ce bruit-là. Parce que oui, d'un côté, c'était le fun à entendre, ça voulait dire que tu avais des amis, mais tu faisais un méchant saut si tu avais oublié de baisser le volume de tes haut-parleurs d'ordi puis qu'un ami t'écrivait « passer minuit le soir ». C'est que c'est ça? On y va pour un autre. Par exemple, ici, on cherche pas seulement le nom de l'objet, on veut la marque. Vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes prêts? À vos oreilles, prêts, partez! Oh, c'était quoi donc ça?
C'était la sonnerie des téléphones Nokia. Oh que oui, à la fin des années 90, tout le monde avait un Nokia. Pour vous donner une idée, à l'époque, Nokia occupait une plus grande part du marché que le iPhone a présentement. Puis comme les sonneries personnalisées n'existaient pas tant à l'époque, puis que personne se donnait la peine de changer la sonnerie par défaut, quand ton cellulaire sonnait dans un restaurant, ça faisait beaucoup de monde qui fouillait dans leur poche en même temps. C'est-tu moi? C'est moi? C'est-tu moi? Est-ce que c'est moi? Ah non, je pense que c'est moi. Je pense Désolé, c'est moi. c'était moi. Alors, je pense que c'est moi. On s'en fait un dernier. C'est parti. Oh, c'était quoi ça? Et je vous donne un indice, ce n'est pas un détecteur de fumée ni un cadran. On réécoute. Donc, c'était quoi ça? C'était une pagette. Eh oui, une pagette, un téléavertisseur, ou comme on disait dans le temps, un page. Ça, les plus jeunes, c'était un petit appareil que tu portais à la ceinture et quand quelqu'un voulait te parler, il t'appelait là-dessus. Mais toi, tu pouvais pas répondre. Ça faisait le bruit qu'on a entendu, puis toi, tu devais donc trouver un téléphone pour rappeler la personne. C'était surtout populaire avant que les téléphones cellulaires soient accessibles, mais je vous le dis, tout le monde avait ça, surtout les gens avec des emplois qui nécessitaient d'être rejoints rapidement, comme des médecins, des techniciens ou des vendeurs de drogue. Mais bon, à ce sujet, comme nous on a appris dans les années 90 avec l'émission South Park, la drogue c'est mal, vous voyez? Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Jeu de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. La drogue, c'est mauvais, voyez. Les années 90, c'était pas seulement des sons bizarres. C'était, à mon avis, la meilleure période pour les shows télé. Entre autres parce qu'à cette époque-là, j'avais le temps de les écouter. Donc, question de s'en remémorer quelques-uns, on va jouer à un nouveau jeu intitulé « C'était quoi, show-là? » Le principe est simple, je vais vous donner des noms de personnages et vous devrez trouver de quelle série télévisée des années 90 ils proviennent. C'est bon? Tiens, juste pour se mettre en forme, on va en faire un facile en premier. À quelle télésérie des années 90 associez-vous les personnages suivants? Émilie Lorrain, Éric Chicoine et Michel Couillard. Et la bonne réponse, c'est... Ouattatata! Et oui, Ouattatata, un classique de la télé-jeunesse des années 90. Ça a joué à tous les jours de la semaine pendant 14 ans. 14 ans! Et pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu Ouattatata, c'est un peu comme Vrac la vie de l'époque. C'est-à-dire une série où des adultes prétendent avoir l'air encore assez jeunes pour jouer des rôles d'adolescents. Puis je sais de quoi je parle, j'ai joué dans Vrac la vie, puis j'avais 29 ans. Donc, prochaine question. On augmente maintenant le niveau de difficulté des indices un peu. Je vais vous en nommer juste 2. Donc, à quelle télésérie des années 90 associez-vous les personnages suivants? Paul Gaultier et Jean-Louis Frenette. Et la réponse? C'était La Petite Vie. Et oui, La Petite Vie. Évidemment, je suis pas allé avec des indices comme Papa puis Maman. J'ai choisi des noms plus durs à se rappeler. Paul Gaultier, c'était Pogo, le personnage de Rémi Girard, puis Jean-Louis Frenette, c'était Jean-Loup, le personnage de Michel Côté. Et oui, c'était bon, La Petite Vie. Et populaire. Entre 1993 et 1998, La Petite Vie a fracassé tous les records de codes d'écoute de l'histoire du Québec avec plus de 4 millions de codes d'écoute chaque semaine. C'est fou, hein? Et pour le fun, question flash. Quelle était la chanson fétiche de Rénal Paré interprétée par Marc Labrèche? Hein? C'était quoi donc? Est-ce que vous vous en rappelez? C'était La Bamba. Eh oui, La Bamba. Mais bon, c'était pas juste au Québec qu'il y a eu des téléséries marquantes dans les années 90. Aux États-Unis aussi. Donc, on passe la frontière avec la prochaine question.
À quelle télésérie des années 90 associez-vous les personnages suivants? Carol Willick et Janice Ozenstein. La bonne réponse? C'était Friends. Et oui, Friends. Ça aurait été encore une fois trop facile de prendre des noms comme Chandler Bing ou Joey Tribbiani. Donc, Carol Willick, c'était la première femme de Ross, et Janice, c'était l'ancienne blonde de Chandler. Tu sais, elle avec son fameux rire. And there it is. Oh, que j'ai aimé ça, Friends. Je l'écoute encore régulièrement. Je pense que la seule autre série américaine populaire dans les années 90 qui a autant marqué ma vie, c'est la prochaine. Donc, dernière question. À quelle télésérie des années 90 associez-vous les personnages suivants? C.J. Parker et Mitch Buchanan. La bonne réponse? Baywatch. Et oui, Baywatch, Alerte à Malibu en français. Ça a marqué mon adolescence, mais pour d'autres raisons que Friends. Mais vous dire à quel point c'était populaire, l'émission détient un record Guinness. C'était l'émission la plus regardée au monde dans les années 90. C'était diffusé dans 142 pays, avec une audience hebdomadaire totale estimée à plus de 1,1 milliard de téléspectateurs. Milliards! C'est beaucoup de fans de course au ralenti, ça. Bon, il n'y a pas juste les téléséries qui ont marqué la culture populaire dans les années 90. Il y a aussi les shows de variété. Et au Québec, s'il y a une chose qui symbolise les années 90, c'est bien l'émission La Fureur. Oh, est-ce que vous avez fait les moves de danse dans votre voiture? Eh oui, La Fureur, l'émission musicale à succès des années 90. Qui a jamais rêvé de participer à La Fureur, hein? D'être là avec la gang pis tout. Donc aujourd'hui, on se gâte puis on va jouer au jeu le plus mythique de La Fureur, la toune arrêtée. Vous vous rappelez du principe? On va faire jouer une toune, vous allez chanter par-dessus, puis à un moment donné, la chanson va s'arrêter, mais vous allez devoir continuer à chanter les paroles pour arriver au même mot lorsque la chanson va recommencer. C'est bon? J'ai quand même essayé de choisir des chansons québécoises assez connues par tout le monde, mais si vous connaissez pas les paroles par cœur, n'hésitez pas à peser sur pause pour que quelqu'un dans la voiture cherche les paroles sur son cellulaire. C'est bon? Donc, faites des équipes dans l'auto, ça peut être les gars contre les filles, comme dans le temps, mais gardez en tête que toutes les chansons du jeu sont issues des années 90. Donc, ce serait préférable d'avoir au moins une personne qui était présente dans ces années-là par équipe. Donc, je vous laisse faire les équipes. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On va débuter ça avec l'équipe numéro 1. En 1995, le groupe Noir Silence capture l'attention du public québécois avec leur premier album éponyme qui contient notre chanson du jour, On jase de toi. Tes amis, c'est pas des gens à fréquenter. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, commence à jaser. Hi, comment ça a été? C'est le fun, hein? Moi, je capote, je danse comme si j'étais sur un des cubes en studio de La Fureur. C'est là que je suis vraiment content qu'un jeu de char soit pas un produit vidéo. Mais bon, assez perdu de temps, c'est le moment de voir si la deuxième équipe fera mieux que la première. Attention, c'est parti! À la fin des années 90, Boom Desjardins et son groupe La Chicane se fait connaître du grand public et un de leurs plus grands succès a été sans contredit, Juste pour voir le monde. C'est plus le temps de reculer. Je trouve ça ben effrayant. J'ai 2 semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis ben content. Mais on aurait certainement pas
Puis, la mémoire est bonne? Puis on réalise que c'est pas donné à tout le monde d'atteindre ces notes-là, hein? Je vais vous dire, j'espère que ça sonnait mieux dans vos chars que moi en studio. Moi, ça sonnait plus comme un chat qui venait de se faire piler sa queue. Mais bon, équipe numéro 1, la prochaine chanson, je vous rassure, ça prend pas autant de voix, mais ça va vous prendre du rythme. Car en 1998, Dédé Fortin et les Colocs reviennent avec un 3e album intitulé Dehors Novembre, sur lequel on retrouve notre chanson d'aujourd'hui, Tassez-vous de là. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Lâche des lâches, pas le tough des tough. Puis, vous l'avez eu? En tout cas, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Dédé serait très fier de vous. Et là, pour terminer, on va y aller avec ma chanson préférée des années 90, la chanson que je peux pas m'empêcher de chanter en voiture ou dans un karaoké. Un des plus gros succès francophones des années 90, nul autre que Monsieur Mario Pelchat et Pleurs dans la pluie. Lorsque nos mains vont se séparer. Oh, oh, oh. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Écrit, mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie. Oh, félicitations à tous ceux qui l'ont eu. Wow, c'était le fun, hein? Moi, je pense que même si c'est pas un spécial années 90, ce jeu-là devrait revenir dans d'autres épisodes de Jeux de char. Ça vous tente-tu? Si oui, prenez un petit moment là, pour nous écrire sur les réseaux sociaux que vous en voulez d'autres. Et pendant ce temps-là, nous, on va se diriger vers le prochain jeu. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. On peut pas faire un spécial années 90 sans parler du cinéma des années 90. Oh, qu'il y a eu des succès puis des films qui nous ont marqués, là. Si je vous dis La Cloche et l'Idiot, hein, Pulp Fiction, Independence Day, Terminator 2, Le Masque, Fight Club, Madame Doubtfire, À l'ombre de Shawshank, Maman, j'ai raté l'avion, Les Boys. Il y en a tellement qu'on est obligé de jouer à notre classique Droit de réplique. Je vous rappelle le concept de droit de réplique. C'est assez simple. Je vous fais écouter un court extrait d'un film des années 90 et ensuite, je vous reviens avec une question en lien avec l'extrait qu'on vient d'écouter. C'est bon pour tout le monde? On se commence ça avec un gros succès des années 90 qui a révolutionné le cinéma. On écoute l'extrait. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Les plus cinéphiles d'entre vous auront probablement reconnu un passage du film La Matrice, dont le tout premier film de la série est sorti en 1999. Dans la scène qu'on vient d'écouter, le personnage de Keanu Reeves, Neo, venait de sortir de la Matrice après avoir accepté une des 2 pilules offertes par Morpheus, interprétée par Lawrence Fishburne. La question est donc la suivante. De quelle couleur est la pilule permettant à Neo de sortir de la Matrice? La bonne réponse, Neo avait le choix entre la pilule rouge ou bleue, et c'est la pilule rouge qui permettait à Neo de s'échapper de la Matrice. Bravo à tous ceux qui l'ont eu. Et oui, la rouge. Si Neo avait pris la pilule bleue, ça aurait changé de quoi aussi, mais pas dans sa tête, disons ailleurs dans son corps. Prêt pour un autre extrait? On écoute ça. Bon, niveau dialogue, c'est pas la plus grande scène du cinéma, mais vous avez sûrement reconnu le bruit typique du tyrannosaure dans le film Le Parc Jurassique, qui est sorti en 1993. Déjà, 1993, ça nous rajeunit pas personne, hein? Mais bon, on reste quand même plus jeune que les dinosaures qui sont dans le film. Donc, la question.
Dans le film Le Parc Jurassique, comment les scientifiques réussissent-ils à recréer les dinosaures? La réponse, avec de l'ADN retrouvé dans des moustiques fossilisés. Eh oui, toute la faute des maudits maringouins. Je sais pas ce qui est de pire, un maringouin ou un tyrannosaure. Bon, c'est le tyrannosaure, mais quand même, dormir avec un maringouin dans une tente, c'est pas loin. On s'en fait un petit dernier? On écoute d'abord l'extrait, puis je vous reviens après avec ma question. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous aurez bien sûr reconnu un passage culte du film Forrest Gump, pour lequel Tom Hanks a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 1995. Tom Hanks s'est d'ailleurs établi comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, remportant la précieuse statuette à 2 reprises dans les années 90. Ma question est la suivante. Pour quel autre film paru dans les années 90, Tom Hanks a-t-il remporté l'Oscar du meilleur acteur? Je vous donne un choix de réponse pour aider votre mémoire. Est-ce qu'il s'agissait de A. Seul au monde, B. Philadelphie, C. Il faut sauver le soldat Ryan ou D. Apollo 13? La bonne réponse, c'est pour le film Philadelphie. Et oui, il a remporté son premier Oscar du meilleur acteur en 1994. Mais quelle décennie pareille pour Tom Hanks! Juste entre 1994 et 1999, 4 des films où il tenait le rôle principal ont été finalistes ou gagnants de l'Oscar du film de l'année. À titre de comparaison, moi, dans toutes ces années-là, tout ce que j'ai gagné, c'est un prix de participation à l'Expo Science de mon école. Depuis le début de l'épisode, on a parlé des films, de la télé, de la musique et même des sons associés aux années 90. Mais on n'a pas encore abordé le sujet des objets. Et pourtant, les années 90 sont une mine d'or en termes d'objets qu'on regarde aujourd'hui en se disant « Mais c'était quoi l'idée? Hein? » Surtout au niveau des jeux pour enfants. Est-ce que vous vous rappelez du jeu Creepy Crawlers? En gros, c'était des moules en forme de bébites, des scarabées, des coquerelles, des mille-pattes, bref, tout ce que tu veux pas avoir dans une maison. Puis le jeu, qui je vous rappelle était destiné aux enfants, c'était de remplir les moules avec une solution de plastique liquide pour ensuite les mettre dans un petit four qui venait avec le jeu et qui fonctionnait vraiment pour faire cuire les bébites. Bref, tout le nécessaire pour s'amuser entre amis en découvrant les joies de l'empoisonnement alimentaire et des brûlures au 2e degré. Heureusement, les années 90 nous ont aussi donné des jouets qui auront marqué l'histoire, comme les rollerblades, les trolls, les tortues ninja. Et question de s'amuser avec tout ça, on va nous-mêmes jouer à un jeu que j'adore, le Martinator. Je vous rappelle le concept, le Martinator. Le jeu est simple. J'essaie de vous faire deviner quelque chose en vous donnant des indices et c'est la première personne à donner la bonne réponse qui remporte le jeu. Mais soyez alerte et stratégique parce que vous avez seulement droit à une réponse par jeu. Si vous décidez d'essayer une réponse après le 4e indice, ça devient votre réponse officielle jusqu'au prochain jeu. C'est bon? Tout le monde suit? Parfait, on part avec le premier. Catégorie jouets. Oui. C'est quelque chose qu'on peut manipuler avec ses mains. Non, ce n'est pas une poupée ou une figurine. Oui, ça peut émettre des sons. Non, ce n'est pas un instrument de musique. Oui, ça implique un élément technologique. Oui, ça fonctionne à batterie. Non, ce n'est pas un jouet pour maman. Oui, ça porte un nom à consonance étrangère. Oui, c'est un jouet qui nécessite beaucoup d'attention. Oui, il peut mourir si on ne s'en occupe pas comme il faut. Qu'est-ce que c'est? La réponse? Un Tamagotchi. Eh oui, le Tamagotchi. Pour ceux et celles qui n'ont pas connu les Tamagotchi, c'était genre un petit appareil électronique que tu devais nourrir, nettoyer et surveiller à différents moments dans la journée. Un peu comme un enfant si ton enfant était un porte-clés. On s'en fait un petit dernier? C'est parti! Toujours catégorie jouets. Non, ce n'est pas un jeu vidéo.
Oui, c'est très petit. Oui, ça peut tenir dans une poche. Non, ce n'est pas un yo-yo. Oui, ça demande de la minutie pour y jouer. Non, ce n'est pas un jeu de compétition. Non, ce n'est pas un casse-tête. Oui, ça s'ouvre. Oui, il y a des personnages inclus. Et oui, c'est facile perdre des morceaux. Qu'est-ce que c'est? La réponse, des Polly Pocket. Et oui, les Polly Pocket. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était des petites boîtes format de poche avec des petits personnages de 1 cm de hauteur avec lesquels tu pouvais jouer. C'était comme avoir un monde imaginaire complet enfermé dans une petite boîte que tu pouvais ouvrir n'importe où pour jouer. C'était super bien fait en plus pour vrai, là. Plein de détails puis tout. Le seul problème, c'est que les personnages étaient tellement petits que tu pouvais presque les perdre en clignant des yeux. Ou quand tes parents passaient la balayeuse. Dernier jeu avant de se laisser, et honnêtement, c'est pas un hasard si j'ai gardé ce jeu-là pour la fin parce qu'on va parler de la musique des années 90. Et qu'on a eu du gros stock dans ces années-là, puis de tous les genres, là, de Michael Jackson à Nirvana, en passant par Green Day, Backstreet Boys, Spice Girl, Pearl Jam, Alanis Morissette, Dogmatic. Bref, s'il y a une chose, par exemple, dans laquelle les années 90 sont rois et maîtres, incontestés au niveau de la musique, ce sont les One-Hit Wonders. Des chansons qui ont marqué leur époque de façon beaucoup plus significative que les artistes qui les ont interprétées. Et si vous pensez que j'exagère, j'ai juste un mot à vous dire. Macarena! Tout le monde, sans exception, a dansé la Macarena, mais si je vous demande qui chantait la Macarena, oh, ça se complique, hein? C'était Los del Rio, comme dans l'expression « C'est qui ça, Los del Rio? » Exactement. Et c'est pour ça qu'on va jouer ensemble au combat des One-Hit Wonders. Donc, pour jouer, j'ai besoin que vous formiez 2 équipes. Pas besoin d'être équilibré en nombre de joueurs, en autant que c'est équilibré en termes de connaissances musicales de l'époque, parce que ça va en prendre. Le but du jeu est simple, je vous fais écouter un court extrait d'une chanson et vous devez me nommer le nom de l'artiste. Pas le nom de la chanson, là, ça serait trop facile. On cherche le nom de l'artiste qui a popularisé la chanson. C'est bon pour tout le monde? Les équipes sont faites? Parfait, on va commencer ça avec un gros hit des années 90. C'est parti! Oh my God, Cotton Eye Joe! Ah, ça vous rappelle des souvenirs? Mais est-ce que vous vous souvenez de qui chantait cette chanson-là? La réponse, le groupe Rednex. Eh oui, Rednex. Moi, je vais être honnête, toujours pensé que Cotton Eye Joe, c'était le nom du groupe. Mais non. Hey, gros succès en plus. Ça mélangeait 2 styles super populaires de l'époque, le dance puis le country. Parce que oui, le country était très populaire dans les années 90. On fait juste penser à Shania Twain et surtout, mais surtout, le Achy Breaky Dance. Hein? Vous vous rappelez de Steph Cars avec la petite chorégraphie puis tout, là? Sauf qu'on a vite réalisé que la chorégraphie était pas aussi simple que la Macarena. Dansez avec moi, Achy Breaky Dance, frappez les mains, allez, suivez les pas. Prochain One Hit Wonder, c'est parti. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get... Ah, ça, c'est une chanson qui symbolise les One Hit Wonder des années 90. Non seulement je connaissais pas qui chantait ça, je connaissais même pas le titre. Hey, cette chanson-là s'appelait Tub Thumping. Eh ben, donc qui chantait Tub Thumping? C'était le groupe Chumbawamba. Eh oui, Chumbawamba. Ce qui, d'après mes recherches, signifie « à rien pantoute ». Et fun fact au sujet de Chumbawamba, à la base, c'est un band punk anarchiste hyper politisé qui militait contre le système capitaliste. Le groupe a même refusé une offre de la compagnie Nike qui voulait utiliser leur chanson dans une pub pour 1,5 million de dollars. Puis ça, c'était en dollars de 1997, là. En devise d'aujourd'hui, ça représente plus de 3 millions de dollars, soit environ 10 pleins d'essence. On s'en fait un petit dernier? C'est parti! I'm too sexy for my love,
too sexy for my love. Love's going to leave me. Évidemment, on a tous reconnu la chanson I'm Too Sexy, un classique des années 90. Mais qui chantait ça? On cherchait Right Said Fred. Et oui, Right Said Fred. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur Google au sujet de Right Said Fred, vous allez vous apercevoir que non seulement le groupe est encore actif aujourd'hui, ils ont même remporté des prix à l'international aussi récemment que 2025. Bon, un peu indirectement, parce que c'est juste que la chanson I'm Too Sexy a tellement marqué l'histoire de la musique que plusieurs artistes d'aujourd'hui ont utilisé des échantillons de la chanson pour produire d'autres chansons. C'est le cas de Taylor Swift, de Drake et même Beyoncé. Pas pire quand même, hein? Tu fais un hit, puis tu peux vivre dessus pour le reste de tes jours. Bref, tout ça pour dire à Taylor Swift, Drake, puis Beyoncé, si vous voulez faire un échantillon de jeu de char, on est bien ouvert à négocier. Pour vrai, on aurait pu faire un épisode au complet juste avec des One-Hit Wonder des années 90. J'ai jamais eu autant de difficultés à choisir des questions. Hey, j'ai même pas mis les Hanson avec Bop, c'est bien pour dire. Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que tout comme moi, vous avez eu du plaisir à replonger dans l'univers et la nostalgie des années 90. Si vous avez des suggestions de thématiques d'épisodes, n'hésitez pas, juste nous écrire sur les réseaux sociaux de Jeux de char. On veut faire des épisodes pour vous faire plaisir. Donc, merci encore de nous laisser embarquer dans vos voitures avec vous. On cotise peut-être pas pour le gaz, mais au moins, on fait notre part côté fun. Donc, on se dit à la prochaine. Soyez prudents sur la route et comme dirait Rénal Paré... Ciao tout le monde!